Et oui, tout à fait. Se mettre au diapason. Il y a un truc sur la jeunesse avec Baker, parce qu'il filme des prolos, mais il filme souvent des jeunes. Des jeunes, oui, de 20 à 40 ans, je dirais. Il a peu filmé. Il a filmé une très très vieille dans Scarlett. Ouais. Et c'est très beau. C'est un très beau personnage d'octogénaire, quelque chose comme ça. Donc il sait faire aussi, mais sa préférence va plutôt au cœur, bah oui, peut-être un peu énergique. Alors certains disent par exemple de cette première partie que elle est un peu clip vidéo. Bon, déjà je pense qu'il faudrait se calmer avec le mot clip. On n'est pas obligé de dire clip à chaque fois que c'est pas des plans lents et fixes. Il faudrait vraiment être sérieux sur ce que veut dire filmer clip. Clip, c'est pas dès qu'il y a de la musique et qu'il y a des spotlights et beaucoup de plans qui se succèdent à un rythme assez relativement frénétique. Clip, c'est quand vraiment tu crées de la beauté pour faire décor. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des images, des belles images pour alpaguer un peu les gens pour qu'ils continuent à écouter le morceau et qu'ils en soient addicts. C'est l'amour ouf. L'amour ouf est vraiment un filmage clipesque. Mais vraiment, avec notamment un rapport à la musique qui est un rapport purement de jukebox, comme on aurait dit à mon époque. C'est-à-dire, on convoque des musiques parce qu'on les aime. À un moment, il y a Euphorest de Cure. D'ailleurs, j'ai appris que, du coup, Il avait constitué ces scènes par rapport à la musique, non? Quelque chose comme ça? Oh, je sais pas trop. Enfin, je pense que oui, Lelouch, il se dit, oh, j'aimerais bien qu'il y ait Euphorest de Cure parce que j'aime bien, parce que c'est les années 80. Et donc, et puis après, il se donne les images pour que ça aille avec, quoi. Il fait des espèces de, bon. Et puis, c'est très, très chiadé. Et puis, c'est très coloré. Enfin, bon, comme les clips, c'est pas du tout ce que fait Sean Baker. Sean Baker, il suit ces personnages qui se trouvent évoluer dans un décor particulier qui est celui d'abord d'une boîte de strip. Bon, bah, il y a des couleurs, hein. Il y a c'est notamment du rouge et du bleu. Il joue beaucoup sur ces lumières-là. Sur ces filtres-là, sur ces filtres. Bon, bah, très bien. Puis après, ils vont à Las Vegas. Bah, Las Vegas, tu vas pas inventer que c'est autre chose que du clinquant, de la lumière, voilà. Et il ne met pas la musique qu'il a envie de mettre à un moment parce qu'il adore les Cure, il va mettre Forest. Il met de la musique qui est totalement alignée sur leur propre goût. Ou sur la musique qu'on entend dans ces genres de lieux, c'est-à-dire une espèce de musique de club, quoi, enfin une musique de dance, électro, de bonne aloi, plutôt festive, et voilà. Puis le titre The Greatest Day de Robin Schulz, là, qui fait le titre d'ouverture, l'ouverture, et puis au moment où ça se marie à Las Vegas, bah, c'est aussi, les paroles sont au diapason de ce qu'ils sont en train de vivre, les personnages. Mais ces paroles-là, d'ailleurs, sont toujours comme c'est des musiques de discothèque. Elles créent toujours une mise en abîme de ce qu'on est en train de faire. C'est de la musique pour faire danser, et la moitié de ces morceaux-là disent Let's dance. Non mais let's have a good time, quoi. Cause tonight, c'était quoi le truc de Black Eyed Peas? I've got a feeling, tu vois. Tonight gonna be a good night. Ben voilà, en fait, ça ne dit jamais que ça. Ça ne dit jamais que ce qu'on est en train de faire. Et donc, il y a une espèce comme ça d'immanence. J'aime bien ces musiques-là parce qu'elles font pas semblant d'être autre chose que ce qu'elles sont. Et ben, Sean Baker, c'est pareil. Il est immanent à ces personnages. Il est immanent à la musique qu'ils écoutent et la musique qui scande leur semaine folle ou leur mois un peu comme ça échevelé et perdu de jeunes. C'est pas du tout de la musique surajoutée avec des crédits hyper coûteux qu'on voit dans tout un tas de films qui se font un peu plaisir tout seul. Juste pour finir sur le clip, je note aussi que dans cette première partie, il y a 2 ou 3 ou 4 scènes très lentes. Donc faut arrêter avec le rythme. Il y a des fois, ils sont tous les deux au lit et c'est des super scènes. Moi, je veux dire la scène, tout à l'heure, je parlais de l'art du dialogue de Sean Baker quand c'est calme, mais la scène où il demande de mariage. Ouais, alors demande de mariage, c'est déjà une super scène, mais moi j'aime beaucoup celle qui est un peu anodine, qui est un peu sous-jouée, dans une espèce de langueur de lit où il lui dit pourquoi il est riche. Elle lui demande, elle. Ah oui, bah Googleise mon père. Voilà, Googleise mon père, Sakharov. Ah oui, c'est ça, machin. J'adore cette scène. Lui, d'ailleurs, lui dit, il fait des blagues. C'est intéressant, j'aime bien les personnages qui font des blagues, moi. Je suis dealer de drogue, il dit. Ouais, il dit dealer, il dit 2-3 pipeaux comme ça, et il est très bon. L'acteur est très très bon, tous les deux sont très bons. On croit d'ailleurs à cette scène d'intimité. Comment dire, je parle de cette scène pour quand même rappeler que les gens qui parlent de clips sont pas sérieux. Mais vraiment, c'est important de le dire, parce que vraiment, il faut arrêter avec cette espèce de facilité critique. En fait, je pense que ce qu'on pourrait dire de cette première partie, c'est qu'elle est un peu en montage séquence. Elle est à dominante montage séquence. Où les cuts, effectivement, c'est des scènes qui se succèdent les unes aux autres, toujours en situation. Il n'y a pas de plan de transition jamais chez Sean Baker. On est toujours au cœur même de l'action. Et donc, c'est une succession d'actions parce que c'est ce qu'ils vivent. De la même façon que je disais, il y a des répétitions de scènes de cul, mais elles sont justifiées par la vitalité de ses corps et le désir de ses corps. Je veux dire, il y a un cut que j'aime bien, notamment, qui est dans ce moment-là. D'ailleurs, le fameux plan où on la voit, les gens sont venus la chercher chez elle, lui portent ses valises, lui ouvrent la portière. Et cut. Ils sont en train de baiser dans la salle de bain, je crois, à ce moment-là. Sous la douche. Mais ce cut est parfait. Ce cut est parfait parce que tout de suite, il montre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que cette semaine que veut passer Ivan avec, putain, décidément, on a du mal. Ivan avec Annie, c'est d'abord pour avoir des services sexuels à disposition et à l'infini. Donc, il est tout à fait normal qu'on ait ça. Donc, ce cut, c'est pareil. Je veux baiser. Tout de suite, ça se réalise parce que j'en ai le moyen. Donc,
effectivement, la première partie est extrêmement joyeuse. Alors certains diront, bien sûr, que ceci peut se discuter, parce que nous sommes dans un rapport tarifé, nous sommes un rapport d'aliénation. Nous avons quand même un grand bourgeois, fils de riche, qui exploite le corps d'une jeune femme qui n'a pas beaucoup d'autres choix que de faire ça dans sa vie, en tout cas d'après ce qu'on comprend. Qu'est-ce que c'est que cette joie ? Cette joie est, on pourrait dire, politiquement scandaleuse. Elle est socialement scandaleuse. On aurait aimé probablement, si on était un peu politico-centrique, que Sean Baker prenne des distances. Nous fasse un peu de temps en temps des guillemets dans le plan en disant attention, moi je cautionne pas. Mais lui il s'aligne sur ses personnages et donc voilà. Mais c'est vrai que on peut lui faire ce procès-là. Enfin, je veux dire, en tout cas, de pas rendre compte véritablement des choses. Mais je pense que il y a un plan par exemple qui cristallise l'état d'esprit de Baker quand il fait ça. C'est-à-dire que vraiment son idée, c'est toujours de filmer des situations d'aliénation sans tomber dans le mélodrame de l'aliénation. C'est-à-dire, en fait, Annie, elle se trouve dans une situation contrainte. Baker fait toujours tout pour que son cinéma lui-même ne soit pas contraint. C'est-à-dire ne soit pas tenu à une espèce d'humeur totalement accablée par ce truc qui est accablant, à savoir qu'on a affaire quand même à de l'oppression. Il y a un plan qui dit ça, pour moi, c'est le soir où ils se rencontrent tous les deux. Elle commence par lui monter dessus, puisque c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Elle l'emmène dans le salon privé. Et là, je pense qu'elle enlève sa culotte, un truc comme ça, pour lui faire une espèce de faveur. C'est ça, elle se frotte un peu à son sexe. Voilà. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a un chewing-gum et qu'elle fait éclater sa bulle de chewing-gum. C'est exactement à ce moment-là. Je te le confirme. Tout Baker est dans cette bulle. Parce que tu as quand même le plan de l'aliénation pure. En plus, vraiment, avec quand même le passif sexuel de la chose, quoi, qui est quand même toujours un peu glauque. C'est des corps qu'on vend, c'est des corps qu'on met à disposition de nos riches. Cette bulle, elle est le petit truc en plus qui fait qu'on va pas se laisser abattre. Et d'ailleurs, Anora elle-même, je veux dire, Baker est toujours fidèle à ses personnages et loyal à ses personnages, mais loyal à leur humeur. Donc Anora, elle est effectivement, comme tu le disais, d'après l'anecdote de sa phrase improvisée sur le tournage. Mais c'est une jeune, et en plus de ça, ça témoigne aussi d'une forme de routine. Oui. Par ailleurs, je pense que son accablement est en amont dans sa vie. Maintenant, elle va pas. Et surtout, je pense que c'est aussi une stratégie de survie des prolos. Si tu veux vraiment être aligné sur les prolos, c'est-à-dire vraiment essayer d'être au cœur de leur énergie propre, je vais pas dépositaire des prolos, mais ce que je peux comprendre et ce que je peux comprendre de ce que comprend Baker, c'est que les prolos ont une grande stratégie de survie. C'est surtout pas de se laisser accabler. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder un peu d'énergie dans cette affaire, parce que sinon, ça serait absolument horrible.